Bonjour à tous. Avant de démarrer, j'aimerais que vous regardiez cet homme. Imaginez que vous le croisez dans la rue. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Depuis très longtemps, les économistes nous disent qu'on est des acteurs rationnels, qui pèsent le pour et le contre. C'est vrai. À une nuance près, ce qu'on entend par rationnel. On ne peut pas définir notre rationalité sur base d'une logique économique. La source de notre rationalité est ailleurs, parce qu'on est avant tout des êtres vivants qui cherchent à maximiser leurs chances de survie. Alors si vous croisez cet homme dans la rue, la première chose que vous ferez, c'est évaluer le niveau de danger de la situation. L'analyse rationnelle au sens économique du terme voudrait que vous collectiez un maximum de données pour pouvoir les analyser. Mais on a rarement tout ce temps-là dans la vraie vie. Alors votre cerveau va faire en sorte que vous puissiez prendre une décision rapidement, grâce à des accélérateurs qu'on appelle des inférences. Une inférence, c'est ce qui vous permet de regarder cet homme et d'en déduire qu'il a l'air plutôt sympathique, mais qu'il a peut-être un peu trop bu, que son comportement est imprévisible et qu'il pourrait vous blesser. Alors la décision rationnelle, mais au sens biologique du terme cette fois, ce serait d'éviter l'interaction. Et c'est ce que la majorité d'entre nous fera. Comme vous le voyez, notre cerveau interprète donc la réalité en fonction des éléments à sa disposition. Il va mettre les choses dans un contexte pour pouvoir les comprendre. Par exemple, sur cette image, j'imagine que vous voyez tous un grand monstre qui pourchasse un petit monstre apeuré. Mais encore une fois, ce n'est qu'une interprétation. Et il suffit de sortir les éléments de leur contexte pour s'apercevoir qu'on a en fait deux personnages rigoureusement identiques, juste posés l'un derrière l'autre. Il nous arrive donc de faire des erreurs dans notre interprétation. C'est en quelque sorte le prix à payer pour cette capacité à tirer des conclusions rapides sur base d'un minimum d'informations. Donc, cette capacité à tirer des conclusions rapides sur base d'un minimum d'informations. Mais heureusement, notre cerveau a une stratégie que vous avez déjà commencé à voir là un peu trop vite. Une stratégie qui nous permet d'éviter les erreurs les plus coûteuses. Un peu comme si on jouait avec des dés pipés qui nous permettaient de toujours tomber sur les meilleurs numéros. Cette stratégie, elle est toute simple. Imaginez que vous deviez évaluer une situation de danger. Un peu comme avec notre homme au départ. Vous avez deux possibilités. Soit il y a un danger, soit il n'y en a pas. Et vous, votre rôle, c'est de définir si vous voyez un danger ou si vous n'en voyez pas. Vous aurez raison si vous voyez un danger là où il y en a un, ou si vous ne voyez pas de danger là où il n'y en a pas. Si maintenant vous voyez un danger là où il n'y en a pas, vous aurez fait une erreur. Mais cette erreur n'est que très peu préjudiciable, parce qu'elle ne va pas mettre en péril vos chances de survie immédiates. A l'inverse, la situation que votre cerveau veut à tout prix éviter, c'est celle où vous ne voyez pas un danger qui est réel. Alors pour éviter ça, on a tous développé une tendance naturelle à plutôt voir trop de danger que pas assez de danger. C'est assez pratique parce que dans les situations les plus périlleuses, ça nous permet de corriger un peu le tir et avoir la bonne interprétation, c'est-à-dire voir ce fameux danger. Bien entendu, cette stratégie a un coût, puisque, à l'inverse, dans les situations où il n'y a pas de danger, cette même déformation va plutôt nous pousser à faire une erreur. Mais encore une fois, cette erreur, elle est biologiquement acceptable. Et c'est la raison pour laquelle on a conservé cette tendance à la prudence, et parfois qui se traduit par un immobilisme face à un changement si on l'identifie comme un danger. Alors pour aller plus loin, j'aurais besoin d'un volontaire. Qui voudrait venir sur scène pour que je lui verse de l'eau sur la tête? Allez, un peu de courage. J'offre un cadeau à la personne qui vient me rejoindre. Je pense que je vois une main là-bas. Bonsoir, je peux vous demander comment vous vous appelez? Alexis, merci d'être venu. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir?
D'accord. Ok. Très bien. Mais écoutez, chose promise, chose due. Je vous donne déjà la serviette, ça pourra vous être utile. C'est bien ce que vous aviez tous en tête? Bon, par contre, désolé de vous décevoir, mais non, je ne vais pas vous verser un seau sur la tête. J'ai par contre une petite pipette qui va me permettre de prendre quand même quelques gouttes, parce que je tiens mes promesses. Et donc, si vous me permettez. Voilà. Merci. Ça va, c'était pas si terrible? Et alors, je vais me permettre de vous offrir, j'avais promis un cadeau, ce livre de Richard Thaler, prix Nobel d'économie, sur la manière douce d'inspirer la bonne décision. En tout cas, je vous remercie parce que grâce à vous, on aura permis à tout le monde ici, parce que je n'ai pas vu beaucoup de volontaires, de s'apercevoir à quel point notre interprétation peut parfois nous bloquer. Et donc pour vous tous qui n'avez pas osé venir, sachez que votre interprétation, elle peut s'appuyer sur énormément de facteurs différents. Ça peut être le contexte, comme on l'a vu avec les monstres, ça peut être votre expérience, ou alors une association d'idées, comme quand j'évoque le fait de vous verser de l'eau sur la tête et que vous vous imaginez déjà complètement trempé. Ça peut aussi être l'influence des autres. Si j'avais vu énormément de mains levées dans cette pièce, ça aurait probablement changé votre jugement. Vous seriez peut-être dit que ce que je demandais n'était peut-être pas si terrible. Quoi qu'il en soit, cette interprétation, votre interprétation, elle va définir le périmètre dans lequel vous allez prendre votre décision. Et sortir de ce périmètre est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que c'est vous qui l'avez créé et il représente votre réalité. Tout ça pour dire que impulser le changement, c'est avant tout permettre à son interlocuteur de changer sa perception des choses. Par exemple, ne plus voir un problème, mais une opportunité. Ne plus voir un seau d'eau, mais juste quelques gouttes inoffensives. Pour réussir ça, on n'a jamais rien inventé de mieux que d'essayer de se mettre à la place de son interlocuteur. Essayer d'adopter sa position, son point de vue, pour pouvoir identifier les points de blocage. Là-dessus, il y a une analogie que j'aime beaucoup avec l'autostop. Quand vous êtes autostoppeur, vous n'avez a priori pas grand-chose à offrir. Vous espérez juste qu'une âme charitable vous emmène d'un point A à un point B. Alors vous pouvez faire ce que la plupart font, un beau panneau avec votre destination. C'est simple, c'est factuel. J'imagine que ça marche, sinon on n'en verrait pas autant sur le bord des routes. Mais c'est surtout très centré sur vous-même. Et donc vous n'avez aucune chance de changer la perception de votre cible. Si c'était une personne qui était plutôt ouverte à emmener quelqu'un, peut-être qu'elle pourra vous prendre. Si par contre elle vous identifie comme une nuisance, vous ne pourrez pas changer ça. Alors vous avez une deuxième approche, qui est de faire un pas supplémentaire vers votre cible pour augmenter votre impact. Vous pouvez par exemple lui expliquer pourquoi vous voulez aller là-bas. C'est en quelque sorte l'équivalent du marketing traditionnel. Vous racontez une belle histoire pour générer une émotion et créer un lien. Mais encore une fois, on est centré sur vous et sur votre objectif. Donc l'effet sera limité. Alors il y a une troisième possibilité, et c'est vraiment celle avec laquelle j'aimerais que vous partiez aujourd'hui, c'est de réellement prendre le parti de votre cible. Essayez de comprendre ce qu'elle pourrait gagner dans la situation. Vous pouvez par exemple lui proposer un moment d'échange convivial, plutôt qu'une longue route solitaire entre Lille et Paris. Avec cette approche, vous avez une réelle chance de changer la perception de votre cible, qu'elle ne vous voit plus comme une nuisance, mais plutôt comme une opportunité. Cette approche, elle représente le concept à la base de la théorie du nudge, une théorie dont l'exemple le plus célèbre a eu lieu dans des toilettes d'aéroport, des toilettes pour hommes, où les panneaux demandant de respecter la propreté des lieux n'avaient que très peu d'effet. Et pourtant, le fait de poser le dessin d'une mouche dans le fond des urinoirs, comme vous le voyez sur l'image à l'écran, a permis de réduire les débordements de l'ordre de 80%. Comment c'est possible? Tout simplement parce que les panneaux étaient perçus comme un effort à réaliser, alors que la mouche était perçue comme un jeu. Alors j'aimerais que vous gardiez
l'image de cette mouche dans un coin de votre tête. Pour qu'elle vous rappelle, chaque fois que vous voudrez convaincre quelqu'un de changer, même si cette personne à convaincre, c'est vous-même, que moins vous lui demanderez d'efforts, plus vous aurez de chances de réussir. Parce que tout est question d'interprétation. Merci.